Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent en si grand nombre pour ce beau midi webinaire avec M. Royer. Je me présente Andrea Codette de Montigny, agente régionale de développement pour Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Donc, considérant on a ouvert à plusieurs personnes à travers le Québec, Action Réussite, on est un organisme communautaire qui œuvre dans la persévérance et réussite éducative. Donc, ça nous fait bien plaisir de vous offrir ce webinaire avec M. Royer aujourd'hui. Compte tenu que la période estivale arrive à grands pas, le phénomène de la glissade de l'été est un sujet chaud et qui tombe à point. Donc, de notre côté, dans les approches et les actions qu'on a fait au niveau régional, c'est plus des approches au niveau global dans la région. Puis aujourd'hui, en fait, le webinaire fait un petit peu partie de ces démarches pour contrer le phénomène de la glissade d'été. Donc, aujourd'hui, on a prévu une petite heure avec M. Royer, puis 15 minutes de questions vers 1 heure qu'on prendra dans le chat. On va vous inviter à poser les questions dans le chat. Donc, le webinaire est enregistré. Ça va être disponible sur nos réseaux par la suite cette semaine. La présentation de M. Royer va être aussi disponible par la suite. Puis, à notre niveau, on va faire un petit résumé infographie qui pourra être envoyé aux participants. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre et vous invite à vous joindre à notre page Facebook, Action Réussite, où on partage plein de contenus et de beaux projets qu'on fait. Donc, bonne rencontre et merci beaucoup, M. Royer. Voilà, je vous ai partagé. Je ferme ma caméra. Bonjour à vous tous et merci beaucoup de l'invitation. Je m'en vais partager mon écran tout de suite. Question de vous donner tout de suite le titre de la présentation. Écoutez, aujourd'hui, on va se prendre quelques minutes pour faire le point sur le contexte où on en est rendu présentement, en post-pandémie, on va qualifier ça comme ça. Faire le point sur la question des retards scolaires, des apprentissages non complétés. Et je m'en vais nicher toute la question de la glissade de l'été et même de la glissade COVID là, dans ce contexte-là. Mais ce que je veux déjà vous dire, c'est que c'est des nouveaux défis, mais la COVID, ce qu'on a vécu depuis 2 ans en éducation, nous ouvre vraiment des occasions. Il y a des occasions à saisir, des opportunités qui se présentent, là, qui sont probablement, pour plusieurs, en cas très positifs. D'entrée de jeu, pour obtenir le PDF de cette présentation-là, je vais le faire parvenir aux organisateurs de l'activité. Néanmoins, vous avez mon courriel, donc si jamais vous voulez m'envoyer un courriel, je le ferai parvenir de mon côté aussi. L'autre élément, c'est que depuis 2010, j'ai un fil de presse sur Twitter, Facebook, LinkedIn. C'est un fil de presse en éducation que je commande de temps à autre, mais ça permet de faire le point sur qu'est-ce qui se passe au Québec en éducation qui, à mon jugement, là, doit être noté? Ce qui se passe en Ontario, dans le reste du Canada, en Angleterre, en France, un peu en Europe aussi, et aux États-Unis. Donc, c'est sûr que dans les 6 journaux que je lis chaque matin, là, ça déborde jamais de sujets en éducation, mais souvent, on a des textes qui sont tout à fait pertinents et que je mets là. Donc, vous pouvez très bien, là, soit Facebook ou les autres réseaux sociaux, là, vous connecter établir un lien avec moi là-dessus. Donc, d'entrée de jeu, 2 années qui est loin d'être ordinaire. Les 2 années qu'on vient de passer sont loin d'être ordinaires. Premier commentaire, il ne faut jamais sous-estimer la résilience des jeunes et leur capacité à rebondir. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la majorité de nos jeunes vont bien. Néanmoins, il y a un effet COVID qui se fait et se fera sentir chez plusieurs. Donc, c'est sûr que moi, écoutez, à ma grande surprise, ça fait près de 50 ans que je suis en adaptation scolaire. Je vous dirai pourquoi, comment ça a commencé dans quelques minutes. Mais essentiellement, la majorité de nos jeunes vont bien. La majorité réussissent à l'école et la majorité, bougez pas. La majorité ont bien vécu ou ont bien récupéré de ce qu'on a vécu comme période au niveau de la COVID. Néanmoins, il y a un certain nombre de jeunes pour lesquels il y a un effet, il y a des inconvénients qui se font sentir.
Donc, en préambule, ce midi, je rappelle 3 idées essentielles en éducation pour nous guider dans ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Un premier élément qui est un bref état des lieux post-COVID en éducation. Et par la suite, 5 occasions à saisir en éducation suite à cette pandémie-là, dans lequel je vais aborder entre autres cette question-là de glissade de l'été et de glissade COVID. 3 idées importantes en éducation, du moins à mon point de vue à moi, là, au point de vue de plusieurs d'ailleurs. La première grande idée, c'est plus facile de construire des jeunes forts que de réparer des adultes brisés. Il faut véritablement intervenir collectivement davantage en amont, et vous le verrez dans le contexte de ce qu'on va discuter aujourd'hui, en amont, il faut intervenir toute l'année. Quand je vais vous donner une analogie, je pense que je la donnais à Radio-Canada chez vous ou à TVA là, tout à l'heure, là, dans votre région, là, je pense à l'Abitibi-Témiscamingue. Écoutez, prenez, si vous avez un petit bonhomme de 10 ans, vous là, votre petit bonhomme de 10 ans en février, en jouant au hockey, je ne sais pas trop quoi, il s'est fracturé une cheville, une ligne de fracture. On l'a immobilisé un bout de temps. Il a commencé à faire de la physiothérapie et il continue à faire de la physiothérapie. On en fait en mai, en juin. Il n'y a pas un physiothérapeute qui va dire, bon, 23 juin, on arrête de faire de la physiothérapie, on reprendra ça en septembre. C'est une intervention qui est continue durant toute l'année. Vous garderez cette image-là par rapport à ce qu'on va aborder au niveau de l'intervention ou d'intervenir en amont avec les jeunes, mais cette idée-là est d'intervenir en amont, mais d'intervenir toute l'année. La deuxième grande idée, c'est que la réussite scolaire est un facteur de protection. L'école est une merveilleuse deuxième chance pour des jeunes qui n'ont pas eu une vraie bonne première chance dans la vie pour toutes sortes de raisons, que ce soit familiales, socio-économiques ou autres. Et le leitmotiv qu'on doit avoir, c'est vraiment que la réussite scolaire, c'est un facteur de protection et qu'on doit cesser d'expliquer l'échec scolaire par la pauvreté, mais aller davantage par combattre la pauvreté par la réussite scolaire. Ce qui reviendrait à dire, ça je l'ai répété souvent, ce qui reviendrait à dire, vous êtes, je vais prendre un exemple d'une enseignante de 3e année primaire qui accueille tel jeune dans sa classe, a déjà rencontré les parents, puis se dit, mon Dieu, avec les parents que cet enfant-là a ou d'un milieu dans lequel il vit, mon Dieu, comment voulez-vous qu'il réussisse dans ma classe? Peut-être, pour toutes sortes de raisons qui ne relèvent même pas de la volonté des parents, peut-être que ce petit gars-là n'a pas eu une vraie bonne première chance dans la vie, mais ce que vous devez vous dire, c'est que dans ma classe, il va avoir une excellente deuxième chance. Ça, c'est fondamental comme manière de voir les choses et ça devient fondamental tout particulièrement en contexte post-COVID. Vous verrez que les jeunes de milieux défavorisés ont vécu davantage ou ont eu davantage d'impact négatif par rapport à ce qu'on a vécu. Et l'autre élément, c'est qu'il y a un effet transgénérationnel. Ce petit bonhomme-là, cette petite fille-là, avec laquelle il y a eu une merveilleuse bonne deuxième chance à l'école, quand elle aura elle-même des enfants, elle va vouloir quoi? Ou lui, il va vouloir quoi? Il va vouloir la même chose pour ses enfants. Donc, que vous travaillez dans un organisme communautaire pour la réussite scolaire, que vous travaillez en centre jeunesse, que vous travaillez en milieu scolaire, vous influencez toujours plus qu'une génération. Vous influencez la génération qui va suivre celle-là, entre les enfants des jeunes avec qui vous travaillez. La troisième grande idée, et je pense que celle-là, ça fait au moins une trentaine d'années que je l'aborde parce que c'est de plus en plus sensible. On se doit de tenir compte du genre quand on intervient en santé mentale au niveau de la réussite scolaire, entre autres à l'école. Je le répète, il existe des différences entre gars et filles en ce qui a trait à la réussite et à la santé mentale. Regardez bien l'adaptation scolaire. Ça, c'est pas la situation du Québec, là, c'est où je vais dans tous les pays de l'Ouest, là, où je vais au niveau de. Et lorsque j'intervenais en adaptation scolaire, j'ai 2 gars pour une fille en difficulté d'apprentissage, j'ai 3 gars pour une fille en problème de comportement, j'ai 6 gars, 5 à 6 gars pour une fille qui ont présenté un trouble du spectre de l'autisme. Mais regardez bien ceci. Santé mentale, anxiété, dépression, troubles alimentaires. Là, je parle de 1 gars pour 2 filles, 1 gars pour 3 filles, parfois 1 gars pour 5, 6 filles. Donc, cette idée-là, lorsque vous avez à intervenir, en clair, écoutez, si vous organisez, soit dans votre communauté ou dans votre école, des ateliers sur comment améliorer ou travailler avec les problèmes ou les difficultés d'apprentissage en lecture, puis vous faites votre intervention, vous faites ça, je ne sais pas, ça peut être au secondaire, début de secondaire, faites votre intervention, vous avez 12 filles dans votre programme d'aide, 2 gars. Bien, posez-vous des questions, parce que la majorité des jeunes qui sont en difficulté de lecture, ce n'est pas des filles. Ça donne une idée des proportions, ne serait-ce que ça, à aller chercher lorsqu'on a intervenir.
Et ceux qui travaillent, des petits, ça, c'est une étude sur l'ensemble du Québec, ayant au moins un facteur de vulnérabilité quand ils rentrent en maternelle 5 ans, j'ai 35 des gars et 20 des filles. Donc, cette différence-là, en clair, regardez, lors de cette année-là, j'ai 15 220 gars et 8 560 filles qui présentent au moins un facteur de vulnérabilité. Il y a déjà une différence à 5 ans. Si on intervient avec les pratiques exemplaires, là, cette différence-là va fondre. D'ailleurs, il y a plusieurs centres de services scolaires où l'écart gars-filles est très mince. Je vous ferai d'ailleurs une part de ce qui se produit chez vous, là, entre autres en Abitibi, à titre d'exemple, sachant que pour l'ensemble du Québec, on a sensiblement des écarts. Mais dans certains cas, certains milieux scolaires, l'écart gars-filles est beaucoup plus mince. Ce qu'on voyait en maternelle 5 ans, c'est dissipé par la suite. Regardez les taux de sortie sans diplôme ni qualification, région 08, Abitibi-Témiscamingue. Suivez bien mon pointeur. Indépendamment de la commission scolaire, du centre de service scolaire, je vous donne seulement les écarts. Sortie sans diplôme ni qualification. Gars, 22 j'arrondis, filles, 6 Gars, 15 filles, 10 Gars, 29 filles, 16 18 14 Ça, c'est un des écarts les plus petits qu'on a et ça ressemble à d'autres centres de services scolaires qui ont des écarts faibles comme ça. Ici, j'ai 21 9,6 Donc, quand on parle, on va parler de mesures comme prévenir la glissade de l'été, de glissade COVID, nommez-les, de tutorat, d'autres types de mesures tout à l'heure, gardez à l'idée que je dois tenir compte du fait que j'ai un écart énorme, entre autres au niveau des sorties sans diplôme ni qualification au Québec, et je donnais les chiffres de l'Abitibi. Au niveau de la sous-scolarisation des garçons, je m'adresse aussi à ceux qui travaillent au niveau du collégial. Le taux d'accès au cégep chez les 17-24 ans, c'est 56 pour les gars, 75 pour les filles. Donc, mon écart là, a continué à se manifester. Je ne peux pas ne pas mentionner ça. C'est comme le soleil se lève à l'est là, en termes de réalité. Et je voudrais que vous gardiez ça en référence ou du coin de l'œil durant toute la présentation aujourd'hui. Donc, post-COVID, un bref état des lieux. Je vous disais tout à l'heure, la majorité des jeunes vont bien. Néanmoins, il y a des grosses études avec des nombres très importants de sujets qui ont sorti. Je vais prendre une étude américaine de février 2022. 400 000 jeunes suivis depuis 3 ans, maternelle, première, deuxième, troisième, quatrième année. On a passé la même évaluation sur les 3 années, celle précédant la COVID et celle de la COVID. Et ce qu'on a observé, c'est une augmentation importante du nombre de jeunes manifestant des retards en littératie et qui nécessitent un suivi important. Regardez bien ceci. Maternelle, on peut parler de conscience phonologique, etc. Ça, c'est l'année avant la COVID, l'année au niveau de la COVID. Et ça, c'est toujours le pourcentage de jeunes qui ont besoin d'une intervention intensive, pour prendre le terme anglais, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de retard. Regardez la deuxième année, comment est-ce que ça a monté? On est rendu à 47 ça l'a redescendu l'année dernière, mais j'ai quand même un écart. On n'est pas revenu au niveau d'avant la pandémie. Regardez au niveau de la littératie, première année. Évidemment, la première année de la pandémie, ça a monté, mais j'ai quand même, ici, j'ai un jeune sur 3 avec des besoins de services importants, un jeune sur 3 ici, un jeune sur 3 qui demeure là, et la même chose en quatrième année. Les autres années, c'est plus stable, où l'écart est moins grand entre ce qu'ils ont vécu en 21-22, puis ce qui s'était passé avant la période de la COVID. Donc, on figure là-dedans, écoutez, pour faire une histoire courte, là, j'ai à peu près un jeune sur 3 qui se retrouve dans un contexte où on va avoir besoin d'interventions véritablement spécifiques, durables et puissante par rapport à des retards scolaires, entre autres en littératie. Et cette différence-là qu'on observe ici, regardez, la différence qu'on observe ici est très reliée au nombre de semaines où les écoles ont été fermées. Et là, je vais vous souligner une particularité du Québec. La durée de la fermeture des écoles, de 5 à 10 semaines, 11 à 14 semaines. Regardez, le Québec est la province où les écoles ont été le moins fermées au Canada. Et ça, il y avait une volonté des intervenants, une volonté des décideurs en éducation. Mais moi, durant toute la période de la COVID, avec 3 ou 4 autres spécialistes et les présidents et présidents des ordres professionnels, on a formé un comité qui conseillait le ministre. On se réunissait environ à tous les mois et demi et on conseillait le ministre sur des mesures à prendre.
Quand je vous parlais du tutorat tout à l'heure, c'était sur ma recommandation que cette mesure-là a été amenée. Quand on parle de l'idée de maintenir les écoles ouvertes autant que se peut et les réouvrir le plus rapidement possible, c'était une recommandation du comité. Quand on parle on va parler de santé mentale tout à l'heure, le nombre de personnes, entre autres au niveau des ordres professionnels, je pense entre autres à l'Association des pédiatres qui était sur le comité, d'y aller avec une intervention la plus efficace possible pour prévenir les problèmes de santé mentale, ça partait de ce comité-là. Mais notez que sur les retards scolaires, moins les écoles étaient fermées en présentiel, mieux c'était. Et probablement que les chiffres que je vous donne, entre autres les chiffres américains, on va avoir des résultats qui vont être moins importants chez nous. Malgré tout, ce qui vient de sortir de Catherine Eck et de son équipe, elle a pris les examens ministériels de lecture en 4e année, un échantillon de 5 500 élèves. Puis elle a comparé les résultats de cet examen ministériel-là de 2021, 4e année, avec ceux de 2019. La note moyenne des élèves qui figurent parmi les 10 des plus forts n'a pas changé. Mais regardez ça ici. La note des élèves les plus faibles a toutefois chuté dramatiquement de près de 20 de pourcentage, de 42 à 23 Et ça, on le voit partout. L'écart entre mes élèves forts et mes élèves faibles a augmenté. Et ça, écoutez, j'ai donné plusieurs séminaires au collégial là, ces derniers mois. Au secondaire, la même chose. On a vu la même chose en Ontario. On a vu la même chose dans la majorité des milieux qui ont publié ou avec des intervenants avec qui j'ai pu échanger. Mais ça, c'est donné d'études. L'écart entre élèves faibles et élèves forts a augmenté. Et vous allez voir que ça touche particulièrement les jeunes de milieux défavorisés et les jeunes qui étaient déjà en difficulté. Et il s'est ressorti des préoccupations très importantes au niveau de la santé mentale. 21 janvier, la Coalition des psychologues du public québécois inscrit dans l'étude longitudinale sur le développement des enfants du Québec, la proportion des jeunes ayant des symptômes dépressifs sévères. Je vous le dis, la majorité des jeunes vont bien, mais ceux ayant des symptômes dépressifs sévères, regardez bien ceci. J'avais 6 en 2018, je suis rendu à 8 en 2020, puis je suis rendu à 10 en 2021. Ce n'est pas catastrophique, mais objectivement, il y a une demande de service, un besoin d'aide qui a été en augmentant. Symptômes anxieux sévères, la proportion est passée de 5 en 2018 et à 9 plutôt en 2021. Comme je vous disais tantôt, ça va revenir. Écoutez, mon ratio filles-garçons là-dessus, c'est probablement 2 filles pour un garçon. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard dans le contexte de la conférence. L'Institut canadien d'information sur la santé vient de publier en mai 2022 par rapport à certains problèmes spécifiques. Les hospitalisations pour troubles de l'alimentation chez les filles et les jeunes femmes âgées de 17 ans ont fait un bond de près de 60 depuis mars 2020. Ça, c'est très net, c'est très clair, il y a eu une augmentation. Médicaments contre l'anxiété et les troubles de l'humeur, 2 fois plus de femmes âgées de 5 à 24 ans que d'hommes en 2021. Tout ça pour vous dire que ça va revenir là, dans les 5 occasions, les 5 éléments importants 5 occasions qu'on doit saisir là, et ce qui s'offre à nous autres. Cette question-là de santé mentale est véritablement là, ressort très net, très clairement, que ce soit au milieu scolaire ou l'ensemble des intervenants qui ont travaillé avec des jeunes présentement. Donc, 5 occasions à saisir en éducation suite à cette pandémie. Première occasion, je reviens tout de suite, santé mentale. Nous avons rarement été aussi préoccupés par le comportement et la santé mentale de nos jeunes. Écoutez, si vous avez lu les journaux durant toute la période de la pandémie, vous avez échangé, je pense entre autres à l'Association des pédiatres ou au regroupement de pédiatres au Québec, c'est ressorti constamment. Préoccupation au niveau de la dépression, préoccupation au niveau de l'anxiété, des troubles alimentaires, je vous donnais les chiffres récemment, problèmes de socialisation, d'isolement social là, et de solitude des jeunes. L'occasion, ça c'est l'observation, mais l'occasion qu'on a à saisir, c'est de développer notre littératie en santé mentale. Et développer notre littératie en santé mentale, c'est d'être capable de lire les signes, de lire rapidement qu'un jeune a besoin d'aide. Et là-dessus, on se retrouve dans une situation d'intervention ciblée en santé mentale, puis d'intervention de premiers soins en santé mentale. Intervention ciblée, là, je fais référence entre autres là, à ces 2 ouvrages-là qui ont été publiés, puis là, parce qu'on tombe dans un de mes secteurs d'expertise pointu, je vais vous donner des exemples concrets de ça. La littératie à santé mentale
imaginez que vous êtes un enseignant qui travaillait, juste avant de l'illustrer l'intervention, je veux juste rappeler quelques éléments. Votre littératie en santé mentale, c'est de comprendre exactement ce qui se passe au niveau de ce qui se passe chez les jeunes, puis être capable de lire les signes. Je complète avec une information par rapport à ce qui existait déjà avant la COVID. Adolescentes ayant déclaré se sentir souvent nerveuses, inquiètes, craintives. Déjà avant la COVID, des données qui ont été publiées vers 2016-2017, augmentation de 55 entre ces 2 années-là du nombre d'adolescentes qui se déclaraient se sentir nerveuses, inquiètes, et les taux étaient inchangés pour les garçons. Pourquoi je vous donne ça? C'est que cet instantané-là, c'est quand on l'amène, on le fait passer là, sur la toile de fond qu'étaient les deux années de COVID qu'on vient de vivre, cette situation-là est demeurée sensiblement la même en termes de proportion tout au moins, puis en termes de nombre de jeunes, là, on a observé une augmentation de jeunes qui présentaient ce type de difficultés d'anxiété et de dépression. En clair, ce qui était avant est venu un peu probablement être exacerbé par ce qu'on vit présentement. Et pourquoi c'est plus souvent chez les filles? C'est une question qu'on doit se poser. Je vais peut-être vous surprendre, mais on est quelques-uns à émettre l'hypothèse que, surtout que quand on nous. Il y a un terme qui est galvaudé présentement, c'est l'aspect masculinité toxique. Il y a des comportements des hommes qui sont toxiques. Mais est-ce que la masculinité, je pense entre autres aux adolescents, est-ce que la masculinité est peut-être loin d'être toxique, est peut-être un facteur de protection contre la dépression? Je vais vous donner quelques exemples qui relèvent un peu de l'anecdote, mais écoutez, j'ai 2 fois plus de filles qui présentent des problèmes là, liés à l'anxiété et à la dépression, ce n'est pas 3 fois, dépendamment de l'étude, que de garçons au secondaire. Le nombre de gars qui viennent d'avoir un résultat à un examen de mathématiques ou de français en deuxième secondaire, le nombre de filles qui stressent par rapport au fait qu'au lieu d'avoir 82, comme d'habitude, ils ont eu 78, comparativement au nombre de gars qui stressent parce qu'ils ont eu 78 au lieu d'avoir 82 comme il y avait d'habitude. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai beaucoup plus de filles que de gars qui stressent par rapport à appelez ça compétition, par rapport au niveau d'attente qu'on a au niveau des résultats scolaires. En clair, les filles sont plus. Quand on essaie d'expliquer pourquoi là, on a un écart pareil au secondaire chez les adolescents, les filles sont plus susceptibles de se préoccuper de leurs résultats scolaires. Les références apparaissent en bas. Je vous rappelle que je vous donne tous mes documents. Les filles se soucient plus de leur apparence. Et on donnait dans une des études que je cite, publier des selfies dans l'espoir de recevoir une avalanche de j'aime. Cette question-là d'apparence joue beaucoup de préoccupation. Les filles sont plus susceptibles que les garçons, non seulement d'être victimes de cyber-intimidation, mais de conserver des blessures émotionnelles causées par leur père ou par ce type d'intervention-là ou par leur père. Même l'intimidation entre gars et l'intimidation entre filles, vous allez voir, des gars peuvent partir des rumeurs sur un autre gars. Mais ce type de comportement-là, vous allez voir, puis on a des données, c'est clair là-dessus, ça existe pas mal plus fréquemment entre filles qu'entre gars. Donc, il y a des différences même au niveau des formes d'intimidation qu'on peut avoir, qu'on peut vivre. Il y a un facteur qui est biologique, et là, il y avait un article scientifique que je lisais récemment là-dessus. Plus tôt les filles atteignent leur puberté de manière individuelle, plus comment je dirais, la probabilité de développer certains types de problèmes associés à l'anxiété ou de cette nature-là semble augmenter. Ce n'est pas une relation de 1 à 1, là, mais l'effet que la puberté arrive de plus en plus tôt et que l'âge ne cesse de baisser est un facteur. Donc, pour essayer d'expliquer pourquoi on a ce type de situation-là, je tenais néanmoins à vous préciser que parmi les hypothèses qu'on rencontre, il y a celle-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Vous pouvez avoir des interventions plus universelles et des interventions plus spécifiques. Dans les interventions plus universelles, là, je m'adresse davantage à ceux qui interviennent en milieu scolaire. Moi, j'enseigne en 6e année ou moi, j'enseigne les mathématiques en 2e secondaire, 3e secondaire. Prenez des difficultés qui sont associées à l'anxiété. Admettons que ces difficultés-là sont causées par l'anxiété. Éprouve la difficulté à utiliser les concepts préalablement appris, oublie la consigne qui a été donnée. Je peux avoir des adaptations simples en classe que je fais sans avoir à poser de diagnostic et à faire de plan d'intervention. Fournir des rappels et des repères visuels par rapport soit aux concepts, soit aux consignes qui ont été données.
peut être une forme de support que je donne tout simplement. Facilité de distraction. Regarde souvent un peu partout dans la pièce, sur la fenêtre, place la tête sur son bureau, agace les pairs, affiche son manque d'intérêt ou son ennui, dépendamment du groupe d'âge. Administrer les examens dans un endroit plus calme, afficher les instructions au tableau. Au moment de donner des instructions, utiliser un signal pour obtenir son attention. Ça, c'est des genres d'adaptations simples qu'on peut faire comme tel en milieu scolaire et qui relèvent, dans le fond, d'une intervention plus universelle. Ça fait partie de mon coffre à outils à moi comme enseignant, comme enseignante, comme intervenant. Je pense que j'en ai mis 6 ou 7 tableaux comme ceux-là sur qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter. Néanmoins, dans le contexte, exemple, ça va probablement vous arriver plus souvent si vous êtes enseignant d'avoir à utiliser ce type d'adaptation-là. Néanmoins, dans certains cas, on a à faire des choses plus spécifiques et d'interventions plus sur mesure. Je vais vous donner un exemple d'une petite fille, Isabelle, 14 ans, qui vit de l'anxiété de performance lors des situations d'examen. Je vous donne un exemple d'une intervention qui est faite conjointement avec la technicienne en éducation spécialisée puis avec la ou les enseignants. Juste pour vous donner une idée, vous donner une prise sur ce qu'on peut faire concrètement. Isabelle est très anxieuse dans les situations d'évaluation, des mots de vente la soirée qui précède un test ou un examen, des organisations en situation d'évaluation. Lorsqu'elle constate qu'il y a une question à laquelle elle ne peut pas répondre, là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, elle se désorganise. Pourtant, c'est une petite qui a d'excellentes habiletés qui est en mesure de réussir ce qu'on lui présente comme situation d'évaluation. On lui a déjà donné plus de temps pour faire son examen, puis ça ne change strictement rien, elle se désorganise. On ne peut pas nier que c'est une situation d'anxiété. Ce que je veux vous dire, c'est quelque chose que vous pourrez peut-être rencontrer plus souvent. Et regardez ce qu'on peut faire comme intervention. La première chose, l'éducatrice spécialisée dans ce cas-là lui demande lors d'une rencontre individuelle de fermer les yeux, de relaxer, ça peut être en respirant lentement, une technique de relaxation très simple, très minimale, et d'imaginer qu'elle est en situation d'examen puis en train de buter sur une question là, pas sûr de pouvoir répondre, à laquelle elle n'est pas sûre de pouvoir répondre. Et là, l'éducatrice lui demande d'évaluer son niveau d'anxiété sur une échelle de 0 à 10. Bien, écoutez, on fait 2 évaluations. Une fois, elle dit mon anxiété, c'est du 8, excusez. Mon anxiété, c'est du 8, et mon anxiété, la deuxième fois, c'est du 8,5. Je n'irai pas dans le détail, mais regardez bien ceci. Si on applique les pratiques exemplaires là-dessus, vous travaillez dans une école secondaire ou vous travaillez même à l'éducation des adultes, vous avez à suivre, vous êtes tuteur d'un jeune, vous avez une forme d'accompagnement d'un jeune qui présente ce type de difficulté-là. Une intervention, vous allez voir, on se trouve à additionner plusieurs interventions ensemble. Première intervention, puis il en existe de multiples, j'enseigne une technique de relaxation à ma jeune de 14 ans. De différentes techniques. Moi, souvent, c'est celle de Jacobson qu'on utilise, mais il y en a beaucoup d'autres. Je lui enseigne comment on peut enseigner à conduire à quelqu'un, on peut enseigner à la bicyclette à un enfant, on peut enseigner aussi des techniques de relaxation. Quelque chose de simple. Par la suite, je prends une entente avec elle que lorsqu'elle arrive à l'école secondaire, chaque jour, elle arrête à mon bureau. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Elle arrête à mon bureau, juste me dire bonjour. Écoutez, elle peut durer 2-3 minutes. Ne serait-ce que d'être capable d'avoir une indication de il s'est remis un examen ou elle a préparé son examen le soir d'avant, ou simplement parler de la fin de semaine qu'elle a fait. Mais je vais vous donner un exemple tantôt. L'idée d'avoir une personne qui se préoccupe uniquement de moi, une personne qui m'a pris sous son aile, entre autres à l'école secondaire, vous savez, au primaire, c'est un facteur de résilience important. Il y a quelqu'un dans l'école qui se préoccupe, quelqu'un de précis dans l'école qui se préoccupe spécifiquement de moi. Enseignement par l'éducatrice d'un langage intérieur. Enseignement d'un langage intérieur, écoutez, c'est du modeling cognitif. Regardez-moi bien aller. Je joue le rôle, moi, éducateur spécialisé, que je suis en train de répondre à un examen. Première question. Deuxième question. Oh mon Dieu. Là, je dis tout haut ce que je pense en situation. Oh mon Dieu, cette question-là, mon Dieu, que je ne suis pas certain. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre. Ah, je vais la laisser aller. Je vais aller à la troisième, à la quatrième, puis je reviendrai tout à l'heure. Peut-être que ça va aller mieux. Peut-être que je m'en vais m'en souvenir. Je modèle une manière de penser, un langage intérieur à la petite, au lieu d'avoir le langage suivant qui, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis, oh non, ça ne se peut pas. Puis, je vais buter, puis je vais recommencer, je vais essayer. Non, mon Dieu, je vais manquer de temps. Vous enseignez un langage intérieur, c'est vraiment du modeling cognitif. Précorrection, c'est simplement rappeler à un examen. Vous la voyez le matin, as-tu un examen après-midi? Oui, un examen ce matin à telle heure.
te rappelles-tu ce qu'on peut faire comme ce qu'on a appris ensemble sur comment gérer le temps ou comment gérer ton attention durant l'examen? Et par la suite, on peut demander d'avoir une forme d'auto-évaluation, d'auto-observation. Ça peut être d'évaluer son niveau d'anxiété ou autre. Ce que je viens de vous présenter là, c'est une intervention à multicouches, très, très simple. Ce n'est pas quelque chose de très, très compliqué, mais dans lesquels il y a au moins un adulte qui accompagne la jeune. On enseigne des comportements, même une forme de langage cognitif, et on revient à sa situation. La littératie, c'est d'être capable de reconnaître, c'est d'être capable, lorsqu'on a des besoins littératie en santé mentale, d'intervenir là-dessus. Et à ma grande surprise, j'ai fait la recherche il y a quelques mois, je savais qu'on avait des choses qui existaient là-dessus. Je regarde en Ontario, présentement, il y a des cours de littératie à santé mentale en ligne qui sont disponibles. Et il y a des choses, même des séminaires qui sont donnés dans certains conseils scolaires en Ontario. Et aux États-Unis, c'est fréquent. Si j'ai une recommandation à faire, indépendamment de d'intervention spécifique que je viens de mentionner avec ma petite de 14 ans, j'ai recommandé et je continue à recommander que tous les intervenants, entre autres les intervenants scolaires, mais c'est vrai pour les intervenants des organismes communautaires, d'avoir une formation en premiers soins en santé mentale. Une formation de premiers soins en santé mentale, c'est pas de faire de vous des thérapeutes. Quand vous avez une formation de premiers soins là, par rapport à un jeune qui vient d'avoir un accident à l'école ou qui s'est coupé quelque chose, là, un bout de doigt, quelque chose du genre, vous n'intervenez pas comme médecin, vous intervenez comme intervenant de premiers soins en santé. C'est un peu la même chose de premiers soins en santé mentale. Moi, en classe, j'ai une jeune qui est anxieuse, qui se désorganise. C'est quoi comment reconnaître, mais c'est quoi la première intervention que je peux faire, moi, de premiers soins en santé mentale? C'est vrai pour les terrains de jeu, c'est vrai pour les CPE, c'est vrai pour les garderies en milieu familial, c'est vrai aussi pour l'ensemble des intervenants ou des activités qu'on peut avoir durant l'été. Je pense entre autres là, au camp d'été pédagogique, aux autres mesures qu'on va voir dans quelques minutes. Mais à mon point de vue, et c'est quelque chose qui ne prend pas énormément de temps, on aurait à tous les 2 ans, quitte à renouveler, à réactiver, ou à tous les 3 ans, une formation de premiers soins en santé mentale, ça aurait et ça doit et ça a une importance véritablement très nette. L'autre élément, c'est une formation de premiers soins en santé mentale. Vous avez été aussi capable de reconnaître que vous avez un collègue qui ne va pas bien aussi, voire de reconnaître que peut-être que vous-même, vous êtes en train de ne pas très bien aller par rapport à une situation. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas une mesure compliquée. Les programmes ou la manière de le faire existe et c'est quelque chose qui devrait être une forme de retombée positive, là, une des premières retombées positives que je viens de mentionner de ce qu'on a vécu durant cette pandémie-là. Entre autres, je reste en santé mentale. Si vous avez besoin de consulter un guide qui a tout ramassé les pratiques exemplaires supportées par la recherche sur comment organiser des activités d'été, des activités d'apprentissage durant l'été, je recommande, vous avez la référence au complet, du département de l'éducation publique de l'Oregon. Oregon, qui, pour bien des dossiers que je suis, sont vraiment brillants. Mais regardez ce qu'ils ont mis dans leur guide pratique, des meilleures pratiques au niveau de l'intervention du Summer Learning, apprentissage d'été. Regardez bien, ils ont mis santé mentale, apprentissage non complété et occasion d'enrichissement aussi par rapport même aux élèves doués talentueux. Mais notez que santé mentale est une partie intégrante de leur activité d'apprentissage durant l'été. Si j'ai un conseil à vous donner, une suggestion à vous faire dans tout ce que vous organiserez comme mesure, il ne faudra pas s'organiser pour que la glissade de l'été soit aussi la continuité d'une glissade au point de vue du niveau affectif, anxiété, problèmes de comportement et autres. Donc, cette dimension-là demeure très importante. Et je vous réfère ce guide-là. Si vous avez la responsabilité à quelque part d'organiser ou vous poser, c'est quoi les meilleures pratiques pour organiser des activités l'été? Ce guide-là est exceptionnel. Deuxième élément de mes 5, les technologies de l'information et de la communication. Écoutez, on n'a jamais autant utilisé les techniques d'information et des communications. On en est un exemple vibrant ce midi. On se parle via Zoom. Donc, Zoom, Teams, Skype. Souvent, la question qu'on s'est posée, vu qu'on se parle est-ce qu'on va être en présentiel, est-ce qu'on va être en distance, l'enseignement en présentiel ou à distance, il y a une chose qui est ressortie sûrement qu'on a observé, et ça, la majorité des études sont claires là-dessus. Le présentiel est nettement supérieur à l'enseignement virtuel.
Et pour les jeunes de milieux défavorisés et pour les jeunes en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, c'est très net. Je vais revenir dans 2-3 minutes, je vais vous parler de ça, mais si moi, je suis le parent d'un petit bonhomme de 2e année qui a de la difficulté en lecture, puis je me dis comme parent, « Ah, je vais l'inscrire à l'école virtuelle, il va tout faire de la maison chez nous. » Ce n'est pas une bonne idée. Si vous avez un élève doué et talentueux de 5e année qui s'ennuie à l'école, peut-être, mais encore là, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur. Mais tout au moins par rapport à des jeunes qui ont des difficultés d'adaptation d'apprentissage, c'est très net, le présentiel est nettement supérieur. Ceci nous amène à devoir avoir une très sérieuse réflexion. Et ça, il y a des données. Je pense à mon collègue Steve Bissonnette qui a publié une recension d'écrit là-dessus récemment là, sur qu'est-ce qu'on en sait de l'impact et des mesures et de la plus-value ou de la moins-value de l'enseignement virtuel. Il y a une importante réflexion à faire. Que l'enseignement virtuel soit au choix des parents, avec les réserves que je viens de faire au niveau de l'adaptation scolaire, on a à se poser des questions. Présentement, en Ontario, c'est le cas d'ailleurs. Les parents ont le choix entre inscrire leur enfant à l'école virtuelle ou à l'école présentielle. Et on va devoir se poser la question, est-ce que vraiment c'est un pis-aller lorsqu'on doit fermer nos écoles ou est-ce qu'il y a une possible valeur ajoutée pour favoriser la réussite? Et ça, ce n'est pas clair présentement. Il y a un texte dans Le Devoir récemment qui m'a donné un peu des frissons dans le dos. L'école virtuelle prend du galon au Québec. Regardez bien ce qu'on disait dans ce texte-là, on faisait le tour un peu du contexte actuel. Il y a 3500 élèves du primaire et du secondaire suivent leurs cours à distance en vertu de 56 projets pilotes au Québec. Cette initiative va durer de septembre 2021 à juin 2024. C'était cette école virtuelle-là, entre autres, dans les motifs invoqués par des parents ou invoqués par certains intervenants, pas des problèmes graves de santé mentale ou des problèmes d'intimidation à l'école. En disant, moi, ma petite fille de 13 ans se fait intimider à l'école, c'est le motif, c'est une bonne raison d'aller en enseignement virtuel. Problème d'anxiété grave, problème de troubles de comportement d'apprentissage, autisme ou douance. Ça, je me pose des très, 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 très sérieuses questions en disant, est-ce que vraiment une plus-value ou c'est vraiment une situation d'évitement? Il y a un problème grave d'intimidation envers mon enfant à l'école. La meilleure intervention est d'intervenir dans l'école pour favoriser que le jeune se sente heureux à l'école et que ça fonctionne. Mais là, de dire ça devient l'enseignement virtuel va être la solution à un problème d'intimidation, j'ai de très, très sérieuses réserves là-dessus. Écoutez, je viens vous donner un exemple d'intervention au niveau de l'anxiété. Entre avoir la petite qui a peur des examens, qui a une phobie d'examen, qui demeure chez eux pour recevoir son enseignement, puis s'inscrit à une école virtuelle, ou vraiment reçoivent une intervention comme celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui développe des habiletés pour gérer sa cognition durant l'examen, etc., c'est évident que je favorise le deuxième. La question de l'éloignement des grands centres, la participation à des programmes de sport-études, ça fait des années ça, que pour des étudiants de très haut niveau, je pense à ce qui se fait en Beauce déjà depuis une vingtaine d'années, il y avait de l'enseignement à distance. Mais ici, j'ai des sérieuses réserves que je tenais à vous communiquer. Donc, on va avoir besoin de l'occasion à saisir, ça va être de poursuivre et de peaufiner le développement de l'utilisation pédagogique de nouvelles technologies. Et je vous incite, et j'incite le ministère et le gouvernement à référer à la recherche et aux données probantes, entre autres les travaux de Steve Bissonnette, pour donner des indications claires sur l'utilisation pédagogiquement optimale de ça. Parce que ce n'est pas un ou l'autre. Et ça ne peut pas être fait de manière non plus, un remplace l'autre. Il y a vraiment, particulièrement, je vous donnerai les chiffres en adaptation scolaire tout à l'heure, il y aura des sérieuses préoccupations à y avoir. Dans quelle mesure c'est une promesse pour les jeunes en difficulté ou dans quelle mesure c'est une forme d'exclusion? Écoutez, le jeune se fait suspendre de l'école pour son comportement en disant, écoutez, la solution, ça va être on l'inscrit à une école virtuelle au lieu de revenir à l'école ordinaire, présentielle. Ça, c'est évident que vous allez me voir intervenir de manière assez explicite là-dessus. Session d'été à distance, si j'ai un conseil à vous donner, vous avez à intervenir sur des gens qui ont des difficultés de lecture, valoriser le présentiel, le ludique et l'estival. Mais de retomber à distance par rapport à ce type de suivi-là, particulièrement des jeunes en difficulté, apparaît pour le moins questionnable. Et évidemment, toute la question de la formation des enseignants, il y a un gros morceau qui a été donné dans le programme de la TELUC. Et c'est évident que j'ai l'impression qu'on va se retrouver en formation continue là-dessus et que ça devrait faire partie d'une mise à jour au moins aux 2 ans des enseignants sur comment enseigner en utilisant une nouvelle technologie.
Retard scolaire et apprentissage non complété, là aussi, il y a des ouvertures et des possibilités. C'est là qu'on va aborder, entre autres, la question de la glissade de l'été. De glissade de l'été à la glissade COVID. D'abord, la glissade de l'été. Écoutez, je fais référence à quelque chose que j'ai publié là-dessus. Moi, j'ai eu une émission à Radio-Canada. J'étais chroniqueur dans une émission à Radio-Canada en 2012. Et dans une des émissions, j'avais abordé la question de la glissade de l'été, qui était relativement bien documentée, entre autres dans les écoles, dans les milieux anglophones en Amérique du Nord. Et j'avais parti mon émission, ma chronique, de la manière suivante. C'est un fait avéré. La conjointe d'un de mes amis, à l'époque, enseignait la danse professionnelle dans un collège ou à l'université. Je pense dans un collège. Elle enseignait la danse professionnelle. Et la conjointe de mon ami me racontait, Égide, les cégeps finissent à la mi-mai. Je ne peux pas recommencer à danser avec mes jeunes rendus, je ne sais pas, au moins la mi-août, troisième semaine d'août, l'entrée des cégeps. Savez-vous ce qu'elle faisait? Elle faisait rentrer pendant au moins une semaine tous ses étudiants en danse. Ça peut être vers la mi-juillet, début juillet, il y a une semaine. Parce que ne pas danser, selon les standards de ce programme-là, ne pas danser pendant juin, juillet, août, pendant 3 mois, était nettement trop. Il y a trop d'habileté qui se perdait. Elle, comme prof de danse, disait qu'il y a une forme de glissade aussi au niveau des habiletés. Peut-être que les plus habiles se retrouvaient relativement bien, mais il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas danser pendant 3 mois, ça avait vraiment d'impact. Bon, on a le même phénomène, c'est une analogie que je vous donne, on a le même phénomène en ce qui concerne la réussite à l'école, la glissade de l'été. En septembre, tous les jeunes ne sont pas égaux lorsqu'ils reviennent à l'école. Plusieurs ont vécu ce qui est maintenant convenu d'appeler la glissade de l'été. En anglais, si vous voulez faire des recherches, c'est Summer Slump. Il y avait ce petit dessin-là que j'aimais bien à l'époque, que j'avais gardé. Je pense qu'il apparaissait dans un de mes bouquins où je l'utilisais pour mes séminaires. J'aime les grandes vacances d'été et le commentaire de l'autre. Je sens déjà mon cerveau qui s'atrophie. Le commentaire de chute de l'autre. C'est un peu par rapport à ce type de situation-là. C'est observé qu'il y a une régression en lecture et en mathématiques durant l'été. Ça affecte beaucoup plus les jeunes de milieux défavorisés. Et de plus en plus en éducation, quand on tombe dans des sujets comme ça, on va quantifier en mois d'écart, en mois perdus. Le recul des habiletés en lecture équivaut au moins à 2 mois d'enseignement en termes d'écart. Et c'est une perte qui est cumulative. Dans plusieurs études, dans un certain nombre d'études, on disait, quand vous êtes rendu en 6e année, vous regardez l'écart qui existe en jeunes de milieux favorisés puis jeunes de milieux défavorisés en lecture et en maths, une bonne partie de l'écart était attribuable à ce qui se passait durant l'été, aux 6 étés qui avaient précédé. Réfléchissez comme il faut, ça devient quelque chose de très préoccupant. C'est pour ça que, on va parler de mesures, là. C'est pour ça que cette question-là n'est pas simplement anecdotique, c'est vraiment, ça contribue à la réussite ou ça contribue à l'écart au niveau de l'apprentissage. Donc, utiliser la période estivale pour combler les retards scolaires était quelque chose qui, déjà, avant la COVID, était recommandé. Et vous autres, vous êtes peut-être plus jeunes que moi pour plusieurs, mais il y a eu tout un débat vers les années 80-90 sur le redoublement au Québec. Si je vous disais que le pourcentage de jeunes qui redoublaient dans nos écoles au Québec, c'était fantastique. Et ça n'en est pas grand-chose. D'ailleurs, vous avez vu que ça s'est disparu. Néanmoins, une des mesures pour remplacer le redoublement qui avait été proposé à l'époque, et j'étais un de ceux qui le proposait, c'était qu'au lieu de redoubler pour combler le retard scolaire, utiliser la période de l'été, entre autres pour les jeunes qui passent du primaire au secondaire ou même du préscolaire au primaire, dépendamment du contexte. Et si vous avez un doute, promenez-vous au mois d'août dans un certain nombre de municipalités au Québec, en Abitibi ou ailleurs, vous allez avoir un banc de neige à la porte extérieure de l'amphithéâtre de l'aréna. Et pourquoi il y a un banc de neige à la porte? C'est la Zamboni qui est passée. C'est qu'on a de la glace qui est faite dans l'aréna et qu'il y a des jeunes qui vont chercher une clinique de hockey en plein mois d'août. Question d'être plus en forme, d'être prêt, meilleur, d'apprendre de développer certaines habiletés au hockey, d'être plus en forme et même de mieux commencer notre camp de sélection ou la saison de hockey. Donc, dans bien des secteurs d'activité, cette idée-là d'avoir quelque chose durant l'été au niveau des apprentissages était présent. Ce qu'on voyait souvent, néanmoins, c'est que
Pauvre petit, il était à l'école toute l'année. Pourquoi il fait faire de l'école durant le mois de juillet, le mois d'août? Alors que ce n'est pas ça le contexte. Vous verrez les projets. Je vais vous faire un inventaire des projets qui existent présentement. C'est loin d'être ça. Mais c'est l'idée, prenez la lecture comme un muscle. C'est l'idée de maintenir le muscle en forme. Pensez à mon petit bonhomme tout à l'heure avec sa fracture, là, quand il faisait. Il n'arrête pas sa physiothérapie durant l'été. Il peut le faire autrement, il peut le faire en nageant, il peut toutes sortes de choses qu'il peut faire. Mais il va continuer à réadapter sa jambe ou sa cheville, indépendamment de ce qui s'est passé. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a aussi une glissade associée au COVID. Étude américaine de juin 2021, eux autres, les écoles ont été fermées longtemps, de la maternelle à la 12e année. En moyenne, les élèves, là, je ne suis pas au niveau du 2 mois de l'été, là. En moyenne, les élèves, en juillet 2021, ont accumulé 5 mois de retard en mathématiques et 4 mois en lecture à la fin de la dernière année scolaire. Comme je vous dis, on a moins fermé nos écoles au Québec. C'est peut-être moins que ça au Québec. Mais néanmoins, là, je ne suis plus dans une couple de mois de la glissade de l'été. J'ai vraiment un retard qui s'est pris, entre autres aux États-Unis, de par cette étude-là, associé à ce qui s'est passé au niveau de la COVID. Donc, l'observation, c'est par rapport à ce type de retard-là qu'on a eu au niveau de la COVID, on a augmenté de manière très importante et on a varié les formes d'aide aux jeunes en difficulté et en retard scolaire durant la période de la COVID. Je parlais du comité là, qui avait été comité consultatif qui faisait des recommandations au ministre à cette époque-là. Ce qu'on a vu apparaître, c'est un programme national de tutorat. J'étais évidemment celui qui était le plus ardent défenseur de ça. Programme de tutorat comme ils ont vu en Angleterre, mais seulement il était meilleur que celui en Angleterre, comme ils ont vu entre autres à Amsterdam, là, aux Pays-Bas. Et il y a eu entre autres, évidemment, un renfort. Alloprof faisait déjà un travail exceptionnel, mais là, on a augmenté les ressources et l'appui que Alloprof a donné. Et on a vu apparaître ou consolider, il y en avait déjà, mais on a vu apparaître des camps d'été pédagogiques dès l'été 2021. Et on a aussi observé, je vais vous en parler dans quelques minutes, des succès très particuliers en termes de mesures de soutien des milieux alternatifs de scolarisation. Des jeunes décrochent, retournent aux adultes, et on se disait, écoutez, au printemps 2020, on se disait, ça ne sera pas drôle, le taux de décrochage qu'on va avoir au niveau des adultes, de ces jeunes adultes-là, là, ça va être spectaculaire. Non. Au niveau des milieux alternatifs de scolarisation, c'est des organisations communautaires pour accompagner là, des jeunes qui retournent aux études ou qui ont décroché de l'école. On s'est aperçu que je vous donnerai le résultat tout à l'heure. On avait des taux de décrochage très, très faibles. Et je vous ferai part d'un ingrédient dans quelques minutes. Donc, au niveau du tutorat, c'était relativement, écoutez, celle-là, à mon point de vue, ça n'était une facile. Méta-analyse qui a été sortie en juillet 2020, on a pris toutes les études où il y avait eu du tutorat, puis on a intégré, on appelle ça une méta-analyse, on a intégré l'ensemble des sujets et des résultats de des excellentes études-là. On s'est aperçu que ça avait un impact positif majeur. Entre autres, je pense qu'au niveau du primaire, imaginez que j'ai un groupe de 50 jeunes en difficulté au primaire qui reçoivent les services habituels de l'école. Imaginez qu'il y a un autre jeune, 50 jeunes en difficulté, même groupe d'âge au primaire, mais qui reçoivent du tutorat. Il y a un tuteur, une ou deux périodes à un ou deux par groupe, là, 2, 3, et chaque jour, qui reçoivent, ou l'équivalent qui reçoit du tutorat. Mon groupe ayant reçu du tutorat va prendre 4 mois d'avance, évalué selon les programmes d'études, avec mon groupe qui n'a pas eu de tutorat. Ça n'était facile, ça, en termes de mesures. C'était évident que ça nous prenait ça parce que ça avait un impact. La recherche était très claire là-dessus. On a eu des enseignants, je vous reviens, on a eu des enseignants retraités. On a eu des enseignants retraités qui sont intervenus dans ce contexte-là, étudiants d'enseignement des professions exercées en milieu scolaire. À ce moment-ci, l'an passé, je n'ai pas les chiffres de cette année, je les ai demandés plusieurs fois, mais je ne les ai pas eus encore. À ce moment-là, en juin 2021, il y avait 15 000 tuteurs au Québec et 165 000 jeunes suivis en tutorat. Et j'ai souvent commenté ce qui se passe en Ontario, entre autres à plusieurs entrevues que j'avais faites à l'époque à Radio-Canada, Toronto et à d'autres stations. Je leur recommandais, écoutez, là, présentement, le Québec est la seule province à avoir un programme de tutorat. J'encourage fortement l'Ontario à faire de même. Et je ne sais pas s'ils l'ont fait de manière indépendante ou si pour une fois, c'est l'Ontario qui a copié le Québec en éducation, mais ils ont développé eux autres aussi un programme de tutorat. Là, je m'adresse entre autres aux directions d'école et à toute personne responsable d'un programme de tutorat. Et on a fait et ressorti c'est quoi les ingrédients qui font que ça peut bien fonctionner, le tutorat. Et portez bien attention.
À gauche, c'est ce qu'il y a de plus efficace. À droite, c'est ce qu'il y a de moins efficace quand vous avez à établir du tutorat. Je conseille aux directions d'école, quand je vous enverrai le PDF, là, sortez vos ciseaux, découpez ça et gardez ça pas loin de votre bureau. Là. Le tutorat est plus efficace si c'est des enseignants qui le donnent ou des gens qui ont une formation en enseignement. Un ratio d'un tuteur, 2 élèves, un tuteur, 1 élève, ça colle le programme d'études. Ces tuteurs-là ont eu de la formation ou une formation d'entraînement, une forme de supervision. C'est donné durant la journée classe en complément de ce qui se passe, durant la journée d'école en complément de ce qui se passe en classe régulière. C'est tous les jours environ 1 heure par jour et c'est donné aux étudiants, aux élèves les plus jeunes. Ça, c'est si vous aviez une ligne en disant voici la mesure le plus efficace, c'est ça. Dans le moins efficace, le tutorat est donné par les pairs, pas efficace. Le ratio est de 3 à 4 jeunes pour un tuteur. C'est de l'aide aux devoirs. De l'aide aux devoirs. Écoutez, moi, ça fait 35 ans que j'entends parler de somme énorme de l'aide aux devoirs. Et là, je ne voulais plus en entendre parler durant la COVID. Quelqu'un me serait arrivé avec une recommandation, on va donner plus d'aide aux devoirs. Là, non, j'aime mieux pas commenter. Je n'étais plus capable. Parce que c'est véritablement une mesure qui a peu d'impact. Et si vous voulez avoir quelque chose de pas efficace au niveau du tutorat, vos tuteurs n'ont aucune formation, c'est donné après l'école ou en dehors de l'école, c'est donné partiellement, pendant seulement une partie de l'année, et c'est davantage donné à des étudiants plus âgés, secondaire 3, secondaire 4 en montant. Donc, vous allez vous situer à quelque part là-dedans. Mais si vous aviez à déterminer c'est quoi le niveau d'efficacité de votre mesure de tutorat, ce tableau-là est particulièrement important. J'ai donné la référence au niveau de mars 2021, au niveau de l'étude qui a été faite là-dessus. Et il y a des projets incluant le collégial, c'est ça qui est fascinant. Je souligne encore ce qui s'est fait à Valleyfield déjà, bien avant la pandémie d'ailleurs. Valleyfield, c'est des étudiants du collégial qui jouent le rôle de tuteurs de jeunes de 3e, 4e, 5e secondaire. Et l'impact a été majeur, autant pour les tuteurs d'ailleurs que pour ceux qui étaient tutorés. Le collège de Valleyfield, à l'époque, c'était 5 écoles secondaires. On connectait avec les écoles secondaires qui leur envoient les étudiants. 75 tuteurs, 570 élèves de 4e et de 5e secondaire. Et la question de l'accompagnement qu'on a vu cette année au niveau de l'accompagnement, ça, c'est une étude là, des milieux alternatifs de scolarisation. Écoutez, ça a été fait entre autres par des universitaires qui ont accompagné cette étude-là. C'est suite à la fermeture du printemps 2020. Le taux de décrochage était de 8 %. Et pourquoi le taux de décrochage était si faible? Parce que chacun des jeunes en difficulté qui avaient décroché ou qui reprenaient ses études, qui avaient repris ses études à l'éducation des adultes, était sous l'aile d'un adulte qui l'accompagnait. Et quand on parle de santé mentale, d'établir des liens, d'avoir du soutien, là, ça devient fondamental. Cet adulte-là qui accompagnait mon jeune qui est en difficulté, qui reprend ses études à l'éducation des adultes, il ne parlait pas uniquement de mathématiques puis de français, quasiment un genre de modèle d'adulte que vous donnez. Tu sais. Une femme de 25-26 ans qui accompagne une petite de 15-16 ans, ce n'est pas simplement de mathématiques qu'ils vont parler. Ils vont parler d'autres choses. Puis cette grande-là joue un rôle de modèle aussi, de femme adaptée, accomplie, etc. Donc, l'occasion à saisir, mieux intervenir en amont auprès des jeunes vulnérables et tout particulièrement de ceux de milieux favorisés et tout particulièrement l'été. La question que vous avez à vous poser, je la pose que vous avez à vous poser au milieu scolaire, entre autres, quels sont les jeunes qui vont m'arriver au primaire ou qui sont arrivés au primaire ou au secondaire avec de faibles probabilités d'y réussir? De qui doit-on s'inquiéter? Ça, c'est une question fondamentale. Vous êtes direction d'école au secondaire. Qui m'arrive avec un niveau de lecture nettement inférieur à une 6e année ou à une 5e année? Parce que là, ne cherchez pas, là, si vous accueillez 200 jeunes en première secondaire, les 50 jeunes qui ont un niveau de lecture, de compréhension de lecture de 4e année ou pas beaucoup plus fort, c'est votre sous-groupe qui risque d'échouer au secondaire. Écoutez, c'est relativement simple. C'est une facile, ça, là, en termes de prévision. L'autre élément, c'est de qui on doit se préoccuper. L'autre élément, c'est d'offrir un programme de mentorat, tutorat aux jeunes en retard scolaire, en plus de mesures comme Allo Prof, des mesures habituelles de l'école d'enseignants en ressources, nommez-les là. Mais compte tenu de l'efficacité du programme du tutorat, vous devez vous poser la question,
Steve m'arrive en première secondaire. Je peux lui donner plus de périodes en français. Mais ça peut jouer, mais ça ne sera pas suffisant. Mais il peut y avoir Alexandre qui est un étudiant de troisième année en pédagogie, ou Jean-Pierre qui est en deuxième année au cégep de mon coin, et Jean-Pierre va être le tuteur de mon Steve pour l'année scolaire qui commence. Vous établissez même les liens en début d'année. Ça, vous allez avoir une plus-value réelle à faire ça. Et intervenir durant l'été. Ça a pris plusieurs formes. Là, je vous donne, c'était publié d'ailleurs lundi. Réseau québécois pour la réussite éducative. Ça, c'est le nombre de projets d'été associés justement là, à l'intervention pédagogique durant l'été qui a été recensé. 126 projets, 46 000 jeunes de rejoints. Je vous rappelle qu'on a 1 million, on a au Québec 950 000 jeunes secteur public et milieux fréquentés durant l'été. Regardez les interventions. Les milieux fréquentés, l'intervention par rapport à cette dimension-là d'apprentissage d'été, 47 c'était les camps de jour, camps de vacances, 29 des organisations communautaires, 19 des parcs, bibliothèques, puis là, je redescends. Je vais tout vous donner ça. Et ce qu'on a abordé, pas besoin des projets qui visent chaque dimension, mais excusez, ma souris est sensible. Les projets qui visent chacune des dimensions, le gros de la dimension qui a été visée, puis à juste titre, c'était des activités ou des projets associés à la littératie. Et on tombait chez les plus jeunes. Numératie et éveil, activités favorisant les aptitudes psychosociales, activités favorisant les habiletés motrices, activités socioculturelles, qui a toute sa place aussi par rapport à des jeunes, qui peuvent venir dans le milieu défavorisé. Éveil à la lecture, ça, chez les petits. Travailler et jouer avec le nom des lettres et le son des lettres, qui est dans le programme du préscolaire d'ailleurs. Activités à caractère scientifique et intégration sociolinguistique. Toute la question de nos immigrants, la possibilité pour des jeunes qui ne parlent pas encore la langue, qui viennent d'arriver au Québec, d'avoir des activités où on les plonge dans un bassin de français durant l'été, c'est évidemment pertinent. Et cette dimension-là, littératie, habileté psychosociale, mathématiques, et c'est essentiellement ce qu'on voit là, par rapport à ce type de... Si on regarde le bouquet de programmes développés. Ça, vous pourrez communiquer directement avec le réseau québécois. Dans votre coin, je pense en Abitibi, Action Réussite, j'ai demandé d'avoir un échantillon de ce qui était fait. Vous faites beaucoup de choses là, en Abitibi présentement, Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Il y a ces genres de trousses ou de banques ou de stations, de ressources en lecture là, que vous avez développées dans différents types d'environnements. Et l'autre élément, celle-là, je trouve ça tout à fait intéressant. Cet été, on garde notre esprit aiguisé. C'est un genre de liste de vérification pour les parents. Des choses qui peuvent être lire un livre ou un magazine en plein air ou dans un parc, faire une recette, laisser votre enfant lire et vous donner les instructions, faire un mot croisé, un mot mystère, puis toutes sortes d'exemples, vous allez l'avoir. Mais ça, c'est le genre d'intervention au niveau de la littératie qui apparaît pertinente et vous en faites déjà pas mal. Et c'est quelque chose, évidemment, à poursuivre. Je vais vous dire quelque chose là-dessus. Ici, je vais revenir en arrière, j'ai le temps de vous en parler brièvement. Activité favorisant les habitudes psychosociales. C'est très rare que je parle personnellement de moi, mais là, je vais faire une exception. J'ai commencé dans ce métier-là en 1900, de manière spécifique, en 1973. Finissant mon collégial, j'ai organisé un premier camp d'été pour des jeunes mésadaptés socio-affectifs et des jeunes en difficulté grave d'apprentissage. Avec 11 de mes collègues étudiants, moi j'étais le directeur du projet, 125 jeunes avec le transport scolaire. Le Collège de Lévis m'avait donné le trousseau de clés au complet du Collège de Lévis en disant « Jette, vas-y ». On organisait un camp d'été pendant 10 semaines avec des jeunes qui étaient tous en école spéciale et en classe spéciale. À l'époque, ça fonctionnait comme ça. Et la plus-value réelle au niveau du développement de ces jeunes-là a été remarquable. Tout ça pour vous dire que c'est sûr qu'il y a une question de dimension académique, mais la dimension ludique, sociale, développementale, l'occasion de développer de nouvelles habiletés au niveau du comportement, de relations sociales et autres, est également aussi, et on ne peut plus importante. Et je tenais simplement à vous le souligner parce que ça rejoint le lien avec la santé mentale que je faisais tout à l'heure. Donc, quatrième observation, cas, diagnostic et besoins particuliers. Là, on a vraiment l'occasion de changer quelque chose. Écoutez-moi bien. Présentement, j'ai 20
20,6 des jeunes du primaire qui sont identifiés en adaptation scolaire. Je vous dis tout de suite, ça fait du monde. 32 des élèves du secondaire, toujours au public, là, sont identifiés en adaptation scolaire. Ça vous donne des nombres. Écoutez, là, j'ai 226 000 élèves identifiés avec un plan d'intervention ou identifiés à HDA dans les écoles du Québec. L'observation, et ça, c'est très important ce que je vous dis là, de manière unanime, président de l'Ordre des psychologues, président des orthophonistes, président des psychoéducateurs, on avait les ergothérapeutes, la présidente de l'Association des orthopédagogues, conseiller d'orientation était là aussi. Tout le monde a recommandé au ministre dans le comité que je mentionnais tout à l'heure, tout le monde a recommandé au ministre à l'automne 2020, voulez-vous, s'il vous plaît, arrêter de nous exiger autant d'évaluation. On n'a pas le temps de le faire, les services sont serrés. Ce qu'on veut, ce n'est pas passer du temps à déterminer si Steve est un vrai ci ou si Jean-Pierre est un vrai ça en termes de cote pour gérer le financement ou la convention collective. Laissez-nous travailler, ces jeunes ont besoin d'intervention tout de suite. Donc, il y a une forme de gel, entre guillemets. On a fonctionné avec les codifications, les évaluations des années antérieures à l'automne 2020. Et ça ça venait confirmer une prise de conscience très, très importante au Québec qu'il va falloir cesser d'étiqueter les élèves pour offrir des services, ça n'a plus de bon sens. Compte tenu de la rareté des ressources professionnelles et compte tenu du fait que de sortir un diagnostic pour que Steve compte pour 2,3 élèves dans sa classe, compte tenu que la nature des diagnostics, souvent, peut être très embêtante là, par rapport à certains domaines. Donc, en clair, là, on consacrait beaucoup trop de temps à évaluer. Et ça nous amène, entre autres, écoutez, regarde, je vais vous faire une boutade là, ou vous distraire sur l'heure du midi. Je vous pose la question suivante. Est-ce que le signe astrologique d'un étudiant de votre école le rend plus susceptible d'avoir reçu un diagnostic de TDAH? Je veux dire, lui c'est un Verseau, puis lui, c'est un ci, puis c'est un Capricorne. Il est plus susceptible de. Vous allez me dire, ça n'a pas de maudit bon sens, ton affaire à Royer. Je rechange de question. Est-ce que le mois de naissance d'un étudiant de votre école le rend plus susceptible d'avoir reçu un diagnostic de TDAH? Là, vous commencez à douter. Non. Mais pourtant, et là, je vous en ai plusieurs études, là, je donne celle-là, il y en a plusieurs. Les jeunes, ça, c'est un système comme celui de l'Ontario. C'est un système où vous rentrez à l'école, la date limite pour rentrer à l'école, c'est le 31 décembre de l'année en cours. Les jeunes qui sont venus au monde en octobre, novembre, décembre, les gars, novembre, décembre, sont nettement plus susceptibles d'être identifiés TDAH que les gars venus au monde en début d'année. C'est la même chose pour les filles, mais compte tenu que j'ai beaucoup moins de filles qui sont identifiées TDAH, là, avec hyperactivité que de gars, ça vous donne ça. Donc, ça revient à dire que quand vous avez une étude comme celle-là, c'est qu'on confond un trouble neurologique développemental avec simplement le fait que le jeune, c'est une question de maturation. On confond maturation, âge développemental, avec un trouble neurologique. Donc, je vous donne ça comme exemple. Je vous en écoutez, mon doctorat portait sur le déficit d'attention et hyperactivité, problèmes de comportement. Donc, c'est un domaine que je suis déjà depuis au moins un bon 35 ans. Mais ça, là, pour vous souligner que ce n'est pas coulé dans le béton, toutes ces identifications-là, ces diagnostics-là. Ce qui fait que là, qu'il y a une occasion à saisir, c'est qu'il va falloir développer un modèle intégré, primaire, secondaire, collégial, non catégoriel, de financement et de services aux élèves en difficulté. Quand je parlais de la petite encyclopédie de l'enseignant efficace, là, toutes les interventions que j'ai mises là-dedans, c'est non catégoriel. Je ne dis pas, Steve a un déficit d'attention, un TDAH, qu'est-ce que je fais? Quand Steve a un TDAH, voici ce qu'on fait. J'ai un jeune dans ma classe qui a de la difficulté à se concentrer, voici des interventions que je peux faire. Donc, ce n'est pas Steve a un trouble du spectre de l'autisme de haut niveau, voici ce qu'il faut faire. Non. Steve a parfois certaines habiletés à rentrer en relation, difficulté au point de vue de dimension de socialisation, voici ce que je vais travailler avec lui. Mais cette question-là devient importante. Donc, si j'ai une recommandation à faire et si j'espère que la COVID va nous donner paradoxalement, va nous avoir donné cette occasion-là, c'est de prendre nos distances avec le modèle médical. Dois-je vous rappeler, ceux qui travaillent au collégial, que vous êtes rendus à 14, 15, 16 dépendamment des cégeps, de jeunes identifiés avec un diagnostic qui nécessite d'avoir plus de temps aux examens, etc.
Et il va falloir que le modèle de réponse à l'intervention soit utilisé davantage qu'un modèle diagnostique, qu'un modèle basé sur un diagnostic. Et il va falloir aussi assurer de la continuité du secondaire au cégep. La recommandation que j'ai faite et qui a été suivie par d'autres aussi, c'est qu'on doit absolument avoir quelque chose de cohérent de la maternelle aller jusqu'à la fin du cégep minimum, là, au niveau de qui on aide, comment on les aide, comment on les reconnaît et que ça soit une forme de continuité. Donc, si j'ai une recommandation à vous faire cet été pour faire un lien avec le LISAT de l'été, je vous recommande, je vous suggère fortement d'y aller avec une réponse à l'intervention plutôt qu'une réponse au diagnostic. Je n'aimerais pas vous entendre dire moi, j'ai un groupe là, où je travaille sur la glissade de l'été. Ben là, j'ai 3 dyslexiques avec 3 TDAH, un trouble de l'opposition, puis j'en ai même un qui les a toutes. D'ailleurs, on en rend compte qu'ils ont toutes. Hein. Il y a un trouble de l'opposition, une dyslexie, un TDAH, vous aurez 4 épaisseurs. Là. J'ai un jeune qui a des difficultés à se faire des amis, qui me fait une crise de temps en temps lorsque je lui demande quelque chose. C'est ça. J'ai un jeune qui a des difficultés en lecture. J'ai un jeune qui a des difficultés en lecture. Mais coller davantage ceci que le diagnostic. Donc, la réponse à l'intervention, c'est que j'essaie tel type d'intervention que mon jeune. Ma fille qui avait un problème d'anxiété tout à l'heure, j'avais déjà essayé de lui donner plus de temps pour ses examens, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai remonté au 2e niveau. Je suis allé directement par rapport à l'enseignement de certaines habiletés. Admettons que ça n'aurait pas fonctionné l'intervention tout à l'heure, ma petite fille qui est anxieuse aux examens, et que moi, psychologue, j'en viens à la conclusion que j'ai vraiment un trouble anxieux grave, peut-être que là, j'aurais référé, entre autres, en pédopsychiatrie ou référé dans une situation où peut-être qu'une médication serait nécessaire, ce qui ne relève pas de moi. Là. Mais voyez-vous, c'est ça le modèle de réponse à l'intervention qui n'est pas nécessairement basé sur une question de diagnostic. Recherche, données probantes et réussite. L'observation. On a rarement autant expliqué, espéré publiquement, collectivement des avancées de la recherche scientifique. Écoutez, la recherche scientifique a pris de la place durant la pandémie. C'était fascinant. Et d'ailleurs, il y a eu des critiques. Écoutez, il y a toutes sortes de monde qui nous sont sortis avec des remèdes bizarres au tout début. J'en avais entre autres là, dans le bout de l'Institut de la Méditerranée, dans ces coins-là. C'était assez bizarre. Et tout ça pour vous dire qu'en bout de ligne, la recherche l'a emporté. Et la recherche, surtout, a été capable d'expérimenter des formes de vaccins, mieux comprendre comment le virus fonctionnait, que le masque avait sa pertinence, etc. Et on a suivi dans les journaux, à la télévision, à la radio, suivi au jour le jour dans les médias le travail des scientifiques. Et ces chercheurs-là sont devenus pratiquement des stars, dans le sens que, écoutez, là, tel joueur de hockey a compté 3 buts dans le dernier match, mais tel scientifique vient de ressortir le fait que si on se tient à plus que 2 mètres d'une personne, la probabilité d'avoir la COVID, d'être infecté, diminue. L'importance d'une autre littératie, c'est la littératie scientifique, développer une manière de comprendre la science. Et ça même, c'était des modèles qui ont suscité des vocations. Je me souviens entre autres de cet article-là de tous les scientifiques devenus des stars, des modèles pour la relève. Et il y avait des jeunes qui suivaient ça et disaient ah, écoute, ce qu'il fait là, lui, là, ce qu'elle fait là, ça m'intéresse, j'aimerais ça faire ça moi aussi. C'est l'occasion à saisir là-dessus, c'est que la science nous a permis de contrer cette pandémie. Elle doit jouer davantage son rôle en éducation. Normand Baillargeon mentionnait dans son texte du devoir de samedi cet article-là que j'ai lu avec fin détail de School Experiment et qui portait sur il existe présentement au moins 3 sites qui ramassent les données probantes en éducation et qui déterminent ça vaut la peine d'être fait, ça ne tient pas la route, ça vaut la peine, ça ne tient pas la route. Exemple, là, si quelqu'un vous arrive en disant un tel est un visuel, l'autre est un auditif, on va lui enseigner selon son style. Là. Ça, là, ça et rien, c'est à peu près la même chose. Là. Les recherches sont très claires en disant que ça n'a aucune espèce de relation. Donc, il existe des sites et de plus en plus, la place de la recherche en éducation devient importante. Et tout comme pour la santé publique, il va falloir que ça se passe de même de plus en plus en éducation. Pratique exemplaire. Et il va falloir, de manière plus spécifique, documenter l'effet COVID sur les jeunes en difficulté de développement de littératie et ceux qui vivent en milieu défavorisé. Ça a besoin véritablement d'être documenté. Et s'il y a une occasion que j'aimerais qu'on saisisse, c'est la possibilité. Ça fait longtemps qu'on parle d'un institut d'excellence en éducation au Québec. C'est le moment. C'est vraiment le moment d'être en mesure de ramasser ce qu'on a comme connaissance en éducation au niveau international et de faire comme la Grande-Bretagne, de faire comme les États-Unis, de faire entre autres comme les Pays-Bas, d'avoir un endroit où qu'est-ce qui fonctionne en éducation, tout soit rassemblé et que ce soit accessible à tout le monde de manière gratuite et directe. Pour conclure,
J'ai 2 conclusions. Je pense que j'aurai le temps de faire les 2. Pour conclure, j'aimerais qu'on puisse se revoir dans quelques années et pouvoir se dire qu'au préscolaire, au primaire, au secondaire, il y a des choses qui ont changé pour le mieux suite à la pandémie. On a amélioré, on a développé notre littératie en santé mentale. On a développé l'utilisation basée sur des données probantes, pédagogiques des nouvelles technologies. On a intensifié nos interventions en amont auprès des jeunes vulnérables, autant durant l'été que durant l'année scolaire. On a développé une politique commune non catégorielle. On a cessé d'étiqueter des jeunes pour offrir des services, entre autres, que ce soit les jeunes primaires, secondaires ou les jeunes à besoins particuliers. Et on a vraiment donné une importance de plus en plus croissante dans nos prises de décision en éducation par rapport à des jeunes vulnérables, de la recherche et des données probantes. Et ma deuxième conclusion, je pense à tous ceux qui nous écoutent présentement, vous venez de différents horizons. Je ne vous dis pas de faire ça en priorité, mais je vous dis comme organisme, gardez ça du coin de l'œil, ça devrait faire partie de vos interventions. Carrefour Jeunesse Emploi, littératie, santé mentale et les jeunes qui travaillent présentement sans aucun diplôme et qui ont décroché de l'école. Moi, je m'avais revenir à la charge pour recommander que l'école soit obligatoire jusqu'à 18 ans au Québec, d'ici 2-3 ans, que ce soit ça, avec toutes sortes d'adaptations qu'on pourra faire au secondaire pour permettre même de travailler tout en continuant nos études. Mais littératie, santé mentale et poursuite des études jusqu'à 18 ans doit être quelque chose de fondamental. Formation générale des adultes, écoutez, vous avez plusieurs cordes à tirer, mais une qui m'apparaît importante compte tenu des résultats que j'ai donnés tout à l'heure, la question d'avoir une forme de mentorat ou d'accompagnement par rapport à un jeune qui est fragile à l'éducation des adultes devient fondamentale. Donc, je vous demanderais, mes jeunes qui sont plus à risque devraient avoir un répondant, une personne qui les accompagne spécifiquement. Centre jeunesse, vous avez beaucoup de choses aussi à vous occuper, mais entre autres durant l'été et durant l'année scolaire aussi. Mentorat et tutorat. Mentorat, c'est quelque chose d'encore plus large que tutorat parce que ça pose toute la question des comportements et des habiletés et de développer des manières de faire. Être capable de dire que n'eût été de Jean-Pierre, je ne serais pas où je suis là présentement pour un grand gars de 24 ans qui était en centre jeunesse pendant un bout de temps. Je ne vous raconterai pas ma vie, mais j'ai travaillé en centre jeunesse pendant près de 5 ans. Et tutorat, j'en ai parlé largement. Cégep, les étudiants faibles et l'été précédant leur entrée au collégial. On commence à avoir de plus en plus de mesures de style camp d'été préparatoire au collégial. Il y en a qui sont préparatoires à la saison de hockey, il y en a tous préparatoires à l'entrée au collégial. Et ça, écoutez, là, vous savez très bien que les jeunes qui se pointent au collégial avec une moyenne inférieure à 70 au secondaire, la probabilité d'y réussir dans les temps prévus ou 2 ans après les temps prévus, ça chute comme ça, particulièrement chez les garçons. CPE, intervention précoce au niveau du langage et du comportement, c'est un classique, mais ça devrait, entre autres la question du langage, porter attention. Puis souvent, les deux sont liés. Maison de la famille, l'ensemble des mesures que vous voyez, mais littératie devient extrêmement importante aussi. Comité de persévérance scolaire, bien là, vous l'avez l'ensemble. Mais toute la question de créer des liens de la concertation municipalité, organismes de prévention, école, CPE, tout ce beau monde-là qui apparaît dans cette diapositive-là, vous avez un rôle fondamental à jouer là-dessus. Loisirs, sport, la dimension compétence sociale, excusez le R, compétence sociale et santé mentale apparaissent deux éléments très importants. On peut développer toutes sortes d'habiletés. Le sportif, il n'y a pas de trouble là-dessus. Mais la dimension sociale, la dimension de santé mentale, vous savez déjà que ce que vous faites au niveau des activités sportives contribue à ça, mais je vous demande de le garder véritablement en perspective comme quelque chose d'important. Et la santé publique, si ce n'est déjà fait, je ne l'ai pas trouvé, si ce n'est déjà fait, nous, santé publique, en Abitibi-Témiscamingue, par exemple, allons offrir dans les prochains mois ou l'an prochain un cours de premiers soins en santé mentale. Là, vous me rendriez heureux et je vous souligne que vous pourriez amener ça ou proposer ça à l'ensemble du Québec. Ça devient une question qui est importante en termes de réalité. Messieurs, dames, j'ai une horloge interne qui normalement me permet de finir 1 minute ou 2 avant le temps qui était prévu et je vous reviens pour prendre les questions. Merci. Je vais juste ouvrir ma caméra si je suis capable. Je suis là, je suis là.
Start video. Merci. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait une question dans questions-réponses. Donc, pour les gens qui sont encore parmi nous, je vous inviterai à les poser dans le chat. Je vais les lire. Et pour ceux qui sont là, je vous inviterai, j'ai un petit appréciation du webinaire sondage que je vous lance à l'instant. Donc, je vais y aller de la première question de M. Marcotte. Bonjour, M. Royer. J'ai été 30 ans dans le milieu scolaire, enseignant et direction. On parlait d'il y a plus de 20 ans d'intervention précoce auprès des enfants de 0-5 ans. Aujourd'hui, je suis DG d'un CPE et avec mon équipe, nous travaillons à harmoniser nos interventions avec le scolaire tout en respectant nos champs de compétences. Quelles sont les mesures gagnantes pour les interventions auprès de ma clientèle pour soutenir le passage CPE à maternelle? Si on prend la dimension littératie, c'est quelque chose que vous faites déjà de toute manière au niveau du CPE. Mm-hmm. Il y avait une recommandation des pédiatres américains qui disait, écoutez, lors du premier vaccin du bébé, je pense que le bébé avait 2 mois, les parents allaient voir le pédiatre leur disait, écoutez, disait aux parents, lisez une page à voix haute de livre d'enfant à votre bébé. Le bébé, il y a 2 mois. Donc, une des choses les plus efficaces de développer le lien et la relation avec la lecture chez les petits de 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'on a déjà une maternelle 4 ans aussi. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent. L'autre élément, puis il existe des programmes de formation là-dessus, de peaufiner le comportement, de supporter en tout cas le développement du comportement et des habiletés sociales. J'ai évidemment langage, j'ai lecture, mais l'autre dimension comportement, qu'un enfant de 2 ans donne un coup de camion à l'autre parce qu'il veut prendre son jouet, ça, il n'y a pas de problème. Mais rendu à 4 ans, je suis censé avoir quelque chose de plus fin en termes de relations sociales. J'ai certains jeunes qui auront besoin d'une intervention sur mesure à ce niveau-là. L'autre élément, et je complète avec ça, surtout pour des jeunes qui viendraient de milieux défavorisés où il y a peu de possibilités, où il y a peu pour toutes sortes de raisons qui relèvent de la bonne volonté des parents, d'intervention ou de stimulation durant l'été, maintenez mes petits de 3 ans, 4 ans qui sont dans des milieux où c'est plus réservé comme stimulation, ce que j'appelle les maintenir dans le trafic, avoir un niveau d'activité très important. Et dans ce cadre-là, si la garderie ferme, ça dépend des CPE, si la garderie ferme durant l'été ou si les parents décident de ne pas envoyer leur enfant durant l'été à la garderie, ça dépend des contextes. J'ai toujours dit, écoutez, dans toutes mes années de pratique, d'avoir un enfant qui est tout seul devant la télévision ou devant une tablette durant tout l'été, ce n'est pas ça qui va contribuer à son développement. Donc, l'idée, justement, d'avoir accès aux activités de terrain de jeu des municipalités ou aux activités qu'il peut y avoir pour les tout petits dans le contexte où vous êtes. Mais en clair, en adaptation scolaire, langage, stimuler la lecture, les deux vont pas mal ensemble. Question de comportement qui permettent de mieux réussir à l'école, déjà, ça serait 3 choses-là seraient déjà importantes. Merci. Beaucoup de commentaires. Merci pour la présentation. Vous êtes toujours très intéressant, M. Royer. Merci. Cette formation, nous approfondirons la littératie, c'est certain. Très instructif. Merci beaucoup. Wow, Marie-Pierre. Wow et re-wow. J'ai rarement apprécié une structure de présentation comme ça. Je suis assez développée. Beau résumé. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si les gens sont prêts à quitter. On s'était donné jusqu'à 1h15 s'il y avait des questions. Moi, je vais avoir un commentaire Oui. de fin de toute manière. On parle. Oui. Merci, Janie. Je ne sais pas si c'est toujours en vigueur. Le CIUS Montréal, formation de premiers soins en santé mentale pour les adultes intervenant auprès des jeunes. Je le partagerai. J'ai vu le PDF. Oui. C'est quelque chose qui vous parle, M. Royer? Oui, non, partagez-le. Partagez-le parce qu'à un moment donné, j'ai été à la chasse. J'ai été à la chasse là-dessus pendant un bout de temps. Là. Okay. Et la possibilité même de le faire connaître à l'ensemble des centres de services scolaires. OK, parfait. Oui, je le garde. Je vais le. Et même la possibilité de communiquer avec TELUC, la possibilité que moi, enseignant en cours de carrière, je puisse avoir ce type de formation-là. En tout cas, vous verrez, mais ça paraît fondamental compte tenu de ce qu'on a, la question-là de premiers soins en santé mentale. OK. Donc, merci beaucoup. Je vois que les personnes quittent tranquillement. Donc, s'il n'y a pas, je ne vois pas d'autres questions dans le chat question-answer. Donc, je vous laisserai un petit
petit mot de fin et je vais conclure. Regardez, ça va être très, très bref. Si vous voulez, dans une situation idéale, ce que vous devriez viser, je pense entre autres à votre région, puis c'est dans l'ensemble des régions du Québec, à la fin de la 6e année, 90 de mes jeunes savent lire comme on s'attend que des jeunes de fin de 6e année savent lire. Et ça, on le voit dans certaines régions du Québec. Maintenant, c'est comment certains services scolaires sont là. Et mon écart Goffey, il existera toujours. Mais normalement, je m'attends d'avoir un écart Goffey au niveau de la diplomation. C'est ce qu'on voit entre autres à Vancouver et à d'autres endroits, de 5 pas de 12, de 5 Donc, très grande majorité de mes jeunes quittent le secondaire en sachant lire. J'ai un écart au niveau des difficultés d'apprentissage ou de la réussite scolaire de peu près 5 points. C'est pas les objectifs que vous devriez avoir. Merci. Moi, ce que je retiens, si je peux me permettre en mot de la fin, c'est que j'étais bien contente qu'il y ait plusieurs participants de différents milieux parce que ce que vous avez présenté, tant partenaires de milieux scolaires, organismes communautaires, tout ça, on a quand même cette vision, cette philosophie à Action Réussite que l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, dans ce qu'on a vu aujourd'hui, je trouve ça très pertinent et pour la suite, je suis sûre que ça va nous soutenir. Donc, encore un grand merci, M. Royer, de tout ce partage de vos connaissances et de votre temps. Je sais que vous êtes bien sollicité avec tout ce que vous prônez. Donc, un grand merci tout le monde pour votre présence, puis au plaisir.